Donc la dernière partie, c'est moduler le microbiote en 2026. Vous avez compris, c'est la petite case jaune dans la pyramide que vous a montré Tristan, où en bas de la pyramide, il y a l'alimentation, où on est déjà, vous l'avez compris, en train de moduler le microbiote. Là, on va se focaliser plus précisément encore sur cette étape thérapeutique importante. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'aborder 4 parties. La première partie, c'est quelle est la place de la modulation du microbiote dans la démarche. On va le voir très rapidement et très simplement. La deuxième partie qui est en grisé, qu'on ne va absolument pas traiter parce qu'on vient de le voir en long, en large et en travers, c'est le rôle de l'alimentation et des prébiotiques dans cette stratégie de modulation. Le troisième volet, ce sont les probiotiques. Et enfin, le dernier volet sur lequel j'ai des résultats de recherche intéressants à partager avec vous, c'est la transplantation de microbiote fécal. Alors, pour la place de la modulation du microbiote dans la démarche, 3 situations sont, à mon sens, à retenir. La première, c'est celle qui figure ici, c'est le jeune animal en situation post-infectieuse. Un phénomène infectieux, vous le traitez, vous l'éradiquez, et pourtant les troubles digestifs perdurent. L'exemple le plus classique, c'est la giardiose. Vous diagnostiquez une giardiose, vous faites une flottation, il y a effectivement des kystes, des trophozoïdes, vous traitez, vous éradiquez, vous contrôlez, il n'y en a plus, et pourtant les troubles digestifs perdurent. Voilà une situation qui relève de ce qui est illustré ici. Le phénomène infectieux est envisagé en premier. Si les signes perdurent malgré l'éradication de l'agent, on va effectuer les changements alimentaires qui s'imposent, on vient d'en parler, et si ça ne suffit pas, on va tenter d'attaquer cette dysbiose avec d'autres leviers qu'on va voir dans un instant. Première situation, le jeune animal en situation post-infectieuse. Deuxième situation, l'adulte avec une faible intensité clinique. Évidemment, ce n'est pas le chien qui perd des protéines, ce n'est pas le chien qui a perdu 10 kilos, c'est celui qui a de la diarrhée, mais qui en parallèle se porte plutôt bien, bon appétit, bon état général. C'est celui qui typiquement se situe, on a fait les changements alimentaires, on a déjà modulé le microbiote en partie en faisant les changements alimentaires, en particulier en essayant un aliment enrichi en fibres, et ça ne fonctionne pas, donc on est ici. On se situe entre le changement alimentaire et le traitement corticoïde. C'est avant la corticothérapie. Voilà une situation assez classique dans laquelle on l'utilise assez fréquemment. Et puis enfin, troisième situation, ce sont les entéropathies dites réfractaires, celles pour lesquelles vous avez déjà agi sur les 3 leviers, le levier alimentaire, le levier anti-inflammatoire, le levier microbien plus ou moins, eh bien, il faut essayer d'améliorer le levier microbien. Alors, petite quand même parenthèse sur ces entéropathies réfractaires, avant d'intensifier le traitement sur un quelconque levier, la première question à se poser, évidemment, c'est est-ce que le diagnostic est certain? Donc je reviens à ce moment-là à la démarche diagnostique expliquée par Tristan. Est-ce que je suis sûr qu'il n'y a pas une cause infectieuse? Est-ce que je suis sûr qu'il n'y a pas une cause tumorale? Est-ce que je suis sûr que l'inflammation est une inflammation banale de type lymphoplasmocytaire et qu'il ne s'agit pas d'une inflammation neutrophilique, granulomateuse, qui serait redevable d'un traitement très différent? Donc si je suis sûr que c'est une inflammation classique, et souvent c'est parce que j'ai eu recours aux biopsies, dans ce cas, je peux me permettre de renouveler les essais alimentaires, de moduler le microbiote avec les leviers dont on va parler et d'intensifier éventuellement le traitement immunosuppresseur. Mais l'incertitude diagnostique doit être vraiment très élevée si on se permet de refaire un tour de piste comme c'est illustré ici. Les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est quoi? On vient de le dire, ce sont ces polysaccharides qui servent de substrat aux bactéries. Le premier levier, Kevin et Agathe viennent de vous l'expliquer, c'est l'alimentation enrichie en fibres. Il y a un deuxième levier que sont les compléments qui contiennent des prébiotiques. J'en dirai simplement un mot parce que ça peut être pratique en clinique d'avoir quand même cette arme en notre possession. Voici un exemple. C'en est un, c'est une question d'habitude, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec Dome Pharma, mais c'en est un qui contient, vous voyez, de l'avoine, de la betterave sucrière, du tégument de psyllium, bref, tout un tas de prébiotiques que l'on peut utiliser avec l'alimentation. Ça se prête assez bien aux situations où les propriétaires ont déjà fait des changements alimentaires et ça s'est mal passé. Ils ont une mauvaise expérience, ils ont peur de faire un nouveau changement parce qu'il y a eu une grosse crise lors des changements précédents et vous sentez qu'il y a une petite crainte. Bon, on peut tout à fait dire, écoutez, on conserve l'alimentation actuelle et vous ajoutez un prébiotique en utilisant cette poudre-là, par exemple. Ça peut être totalement adaptable selon les craintes et les possibilités du propriétaire. Donc c'est une
une arme supplémentaire par rapport à celle que Kevin vient de vous expliquer. Les probiotiques, je ne vous en dirai pas grand-chose. Vous allez voir, c'est quoi? C'est des bactéries vivantes, bénéfiques pour la santé, c'est un terme générique. Quelle est l'efficacité clinique? Aujourd'hui, en termes d'efficacité clinique, vous avez tout ça qui figure dans les probiotiques qui ont fait l'objet d'une exploration clinique. Et la liste qui vous est présentée ici, qu'on a compilée pour la revue qu'on va publier avec Tristan, c'est la liste des probiotiques qui ont montré une efficacité clinique. Je vous ai mis le QR code pour que vous puissiez télécharger la liste, parce qu'évidemment, elle est illisible. C'est trop petit, c'est normal, donc il y a le QR code, vous l'avez directement sur le document partagé. Ce qu'il faut retenir de cette liste-là, c'est que parmi tous ces probiotiques qui ont fait l'objet d'une évaluation clinique, les probiotiques monosouches ont une démonstration, une utilité en situation aiguë, diarrhée aiguë. Voilà, propriétaire arrive, il a la diarrhée depuis hier, avant-hier, probiotiques monosouches, Fortiflora et compagnie. En situation chronique, sur des signes qui durent depuis plus de 3 semaines, ce sont plus les probiotiques multisouches que l'on va utiliser. Donc là, on bascule davantage sur le Vivomix, sur le Vital Planet. Bref, il y en a d'autres encore, mais des probiotiques multisouches qui ont au minimum 6 ou 7 souches de bifidobactéries et de lactobacilles présentes dans le complexe. Voilà le message le plus important. Après, on peut rentrer évidemment beaucoup plus dans le détail, mais ce n'est pas forcément l'objet. Puis j'ai d'autres résultats plus intéressants à vous montrer pour la transplantation de microbiote. Je laisse le dernier petit scan se produire. Hop. La transplantation de microbiote fécal, c'est la dernière arme que l'on peut utiliser pour moduler le microbiote. Alors, pour la transplantation de microbiote fécal, la modalité la plus classique, c'est la transplantation de microbiote fécal sous la forme de lavement colique. Donc on prépare une solution fécale, qu'on voit là, ce qu'on appelle des eaux fécales, et on va le transplanter dans le côlon. On a mené, il y a quelques années maintenant, et on est en train de travailler à la publication, une étude clinique contre placebo. Je vais vous montrer parce que du coup c'est une étude qui est très solidement menée, c'est pour ça qu'elle prend beaucoup de temps à être faite, une étude contre placebo, et je vais vous montrer les résultats cliniques. Il y a beaucoup d'autres résultats qui ont trait à l'analyse du microbiote et à ses fonctionnalités, je ne vous montrerai pas ces résultats-là. Ce sont 34 chiens atteints d'entéropathie inflammatoire chronique qui se situent là, dans la pyramide. Donc ici, ce sont des animaux qui ont échoué au changement alimentaire et qui sont donc au stade où on va travailler sur la modulation du microbiote. Ce ne sont pas des chiens réfractaires, ce ne sont pas des cas particulièrement sévères, ce sont des chiens qui n'ont pas répondu au changement alimentaire, qui est l'étape initiale évidente. Ces 34 chiens ont été divisés en 2 groupes. 17 chiens qui ont reçu un placebo, et 17 chiens qui ont reçu une transplantation de microbiote fécal par voie rectale. Une transplantation par voie rectale, et on les a suivis à J10, J30 et J90. Les résultats cliniques montrent la chose suivante. Le placebo est ici, et le groupe qui reçoit la TMF est là. Donc ça, c'est le score fécal à J0. À J10, le placebo est ici, à 5. Celui qui a reçu, le groupe qui a reçu la transplantation fécale est là. Bien, donc le score fécal est ici à J10. À J30, le score fécal du groupe TMF est là, donc à 2. Et à J90, il est là. Donc on observe sur ce graphique-là une différence statistiquement significative entre le score fécal du groupe traité avec la TMF versus le groupe traité contre placebo. Donc il y a dans ce groupe-là une amélioration significative du score fécal. Voici d'autres résultats. La colonne des animaux à TMF est ici, là, là. Et ce que vous voyez là, ce sont les groupes témoins. Le score CIBDAI, qui est un score clinique, le point de départ du groupe placebo est ici, aux alentours de 5,6. Le point de départ du groupe clinique est à 6,5. Il commence là. À J10, le groupe placebo est là. Le groupe traité est ici, à 3,5. Et à J30, le groupe traité est à 1 de score CIBDAI, c'est un score insignifiant, et à J90, il est à 1 aussi. Donc des résultats qui montrent une diminution significative du score CIBDAI dans le groupe traité par rapport au groupe placebo. Si je vais un tout petit peu plus loin dans l'analyse des résultats, là ce sont les animaux qui ont reçu la TMF uniquement, il n'y a pas le groupe témoin. Parmi les animaux qui ont reçu la TMF, 25% ne se sont pas améliorés. 25% ne se sont pas améliorés, donc ça veut dire que 3/4 se sont améliorés, et parmi ceux qui se sont améliorés, 31% ont eu une réponse qui était transitoire,
Ils se sont améliorés dans la semaine qui a suivi la TMF et ont rechuté peu après. Et à peu près 42% ont eu une amélioration durable. Donc là encore, il y a un message important, c'est que chez certains animaux, on corrige définitivement les signes digestifs avec la transplantation de microbiote fécal, et d'autres vont avoir une amélioration transitoire et vont rechuter dans leurs signes très rapidement. Il est probable d'ailleurs, si je prends l'exemple de la giardiose, que ces animaux qui ont eu une giardiose soient plus faciles à contrôler que ceux qui n'ont pas de giardiose. Une giardiose induit une modification de l'écosystème microbien. Je restaure un nouvel écosystème, ce nouvel écosystème s'installe durablement et l'animal guérit. Alors que les animaux qui ont des maladies inflammatoires peuvent avoir une prédisposition à évoluer naturellement vers la dysbiose, c'est-à-dire que quand je fais une amélioration de ce microbiote, il a tendance à se perturber, à s'auto-dérégler naturellement et à revenir vers la situation de déséquilibre. Donc la TMF en pratique, qu'est-ce qu'elle montre? Comment on fait? Il faut évidemment sélectionner les donneurs, c'est une des étapes un petit peu qui prend du temps, vérifier que c'est un donneur qui n'a pas de maladie susceptible d'être transmise, que c'est un donneur qui n'est pas obèse, qui n'est pas trop vieux, parce que ce sont des situations où on sait que le microbiote a tendance à dévier. Il faut dépister les agents pathogènes, vérifier qu'il n'y a pas de portage de parasites, d'agents pathogènes potentiels. Il faut collecter, préparer le transplant et l'administrer. Voici quelques images pour illustrer ça. Donc, vous pouvez fonctionner en clinique sur selles fraîches qui sont récoltées immédiatement. Les selles sont mixées, filtrées et on récupère le liquide qui coule ici, qu'on appelle les eaux fécales. Et c'est ce liquide-là qui est instillé par voie rectale. Ça s'appelle une transplantation microbiote fécale avec selles fraîches, avec transplant frais. Et ce sont les résultats que je viens de vous montrer. Quelle évolution pour cette transplantation de microbiote? L'évolution, c'est qu'on souhaite développer un système qui est plus facile à renouveler. Ça reste un peu lourd. Il faut récupérer les selles le matin, il faut préparer le transplant. Si jamais le donneur était positif, on ne peut pas le récupérer, ça décale tout. Une fois qu'on a le transplant, il faut mixer, il faut au minimum tranquilliser l'animal, le maintenir hospitalisé pendant 2-3 heures pour qu'il garde son transplant. Bref, il y a une certaine lourdeur logistique qui fait que ce n'est pas facile à renouveler. Donc on souhaiterait évoluer vers un système qui est plus facile à renouveler, moins de contraintes, et donc plus facile à déployer, à déployer en clinique. Et donc c'est vers un système de gélules que l'on s'oriente. Les gélules, ça se fabrique exactement de la même manière, sauf qu'on va prendre les eaux fécales et les disposer dans des gélules. Une fois que les gélules sont fermées, on va les enrober dans un liquide gastro-résistant afin d'aider la gélule à passer l'estomac, à passer le milieu acide et à se retrouver, si possible, dans le duodénum pour être libéré. Et là, je vous montre les résultats, non pas d'une étude placebo, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est une étude très solide, mais d'une description longitudinale, un petit peu comme ce que nous a montré Kevin tout à l'heure. Donc là, je vous montre nos résultats, qui sont des résultats rétrospectifs de 20 chiens atteints d'entéropathie inflammatoire chronique. Toujours la même situation, ce ne sont pas des chiens graves, ce ne sont pas des chiens réfractaires, ce sont des chiens qui ont échoué au changement alimentaire, au minimum 3 changements, Agathe vous l'a dit, et chez qui on a déployé un protocole consistant à faire 3 transplantations de microbiote fécal en gélule à 1 semaine d'intervalle. Qu'est-ce qu'on a observé? Donc le score CIBDAI, J0, J21, J0, J21, on n'a pas le suivi des J90, 3 mois qu'on avait sur l'autre cohorte. J0, J21, avec une diminution du score CIBDAI de 7 à 3, et là je parle de moyenne. Évidemment, ce sont des moyennes de score avec des animaux qui s'en écartent et d'autres qui s'en écartent pas. Et ensuite, quand on regarde le pourcentage de répondeurs versus non-répondeurs, on a à peu près 70% d'animaux qui répondent, qui s'améliorent cliniquement, versus à peu près 30% qui ne répondent pas. Donc on est toujours à peu près sur les mêmes proportions que celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà les résultats dont on dispose actuellement. Quels sont les enjeux à venir? Les enjeux à venir, c'est de consolider ces résultats en menant une étude contre placebo. Vous voyez qu'une étude contre placebo, c'est beaucoup plus puissant qu'une description longitudinale. L'autre enjeu, c'est de comprendre ce qui distingue les animaux qui vont répondre de ceux qui ne répondent pas, pour que, idéalement, on puisse avoir, dès le départ, identifier les critères qui permettent de prédire tel animal va répondre et celui-ci ne répondra pas. Lui, je vais lui en donner parce que je sais que ça va lui faire du bien. Lui, ça ne sert à rien d'après les critères que j'aurais identifiés. Ces critères ne sont pas identifiés aujourd'hui.
Donc, de prédire la réponse, c'est un enjeu. Et donc, nous allons commencer un protocole de recherche clinique au mois de mai. Donc, je vous présente Claire. Claire, tu peux te lever. Je présente Claire. Voilà. Claire qui débute une thèse de 3e cycle, pas une thèse de doctorat vétérinaire, une thèse de 3e cycle sur un protocole d'étude de la transplantation de microbiote fécal en gélule, dans un protocole bien mené. Et si vous voulez joindre Claire, vous avez en bas son nouveau mail personnel qui s'appelle microbiote.chien@oniris-nantes.fr. Donc, dans le cadre de ces protocoles de TMF, vous pouvez la joindre et vous voyez, comme moi, le plaisir qu'elle éprouve à préparer ces gélules. C'est assez frappant. L'image est quand même très parlante. Campus Vet, dans les quatre écoles. Et je vous remercie évidemment beaucoup. Merci.